Alors écoutez, comme il est l'heure, déjà bonjour à toutes et à tous. On avait plus de 200 personnes d'inscrites, donc elles vont venir au fur et à mesure. Donc j'ai le grand plaisir de lancer ces rendez-vous en terre numérique, donc qui est un webinaire international, là, vous le verrez sur 4 continents. Alors, vraiment, en quelques mots, on va tout simplement vous partager un peu le concept de ces webinaires. Je pense que vous voyez mon écran. Alors aujourd'hui, très clairement, on est dans une économie qui n'est plus une économie industrielle, qui est clairement servicielle. Vous connaissez les chiffres, plus de 70% du PIB mondial. Aujourd'hui, on le retrouve dans les services, un peu plus de 25% dans l'industrie et moins de 5% dans le domaine agricole et le secteur primaire. Ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, dans cette ère servicielle, eh bien, l'informatique est véritablement le moteur, et les données, la matière première. Simplement, et c'est un peu tout le départ de ces rendez-vous en terre numérique, on constate que le paradoxe de Solow est toujours d'actualité. C'est-à-dire que, à l'instar de la révolution industrielle, eh bien, on n'a pas réussi à créer des gains de productivité phénoménaux au travers de l'informatisation et de la gestion des données. Donc, on a une conviction, c'est quand on regarde les recettes de l'ère industrielle qui se sont basées sur des méthodes à la fois d'organisation, de gouvernance, c'est ça qui a permis de créer de la valeur. Eh bien, aujourd'hui, ces méthodes ne sont pas forcément toujours bien connues et bien appliquées. Voilà pourquoi, justement, on a créé ces rendez-vous en terre numérique. Alors pourquoi? Tout simplement pour partager un peu les meilleures pratiques managériales aujourd'hui sur les 4 continents, que sont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique et aussi la zone Asie-Pacifique, où je sais qu'il y a quelques personnes, même s'il est 22 heures, sont en train de nous écouter. Alors au passage, on a effectivement plusieurs dizaines de personnes aussi qui représentent l'Amérique du Nord. Soyez les bienvenus et bonjour, en tout cas à vous. Alors la formule, c'est un webinaire de 25-30 minutes, toujours par un expert international de premier plan, et on va vous laisser 10-15 minutes aussi pour dialoguer avec l'expert au travers de la barre de commentaires. Et puis, suite à ce webinaire, vous pourrez le regarder en replay vous-même ou ceux qui n'ont pas pu participer. Il y aura un white paper, il y aura une enquête de satisfaction et ceux qui souhaitent prolonger les discussions auront accès effectivement au forum de ce webinaire. Alors aujourd'hui, eh bien, on a la chance d'accueillir Benoît Lalonde. Alors Benoît Lalonde, on verra, c'est pas n'importe qui, mais va nous parler justement de son domaine, qui est de la maturité en gouvernance, en gestion de projet, en gestion de portefeuille de projet. Donc on est là sur un sujet clé de la transformation des entreprises et aussi, évidemment, de la transformation digitale. Alors vous verrez qu'effectivement, ce n'est pas n'importe qui, puisque le président, l'ex-président américain l'a salué, le 42e président des États-Unis, Bill Clinton, qui était 8 ans au pouvoir. Eh bien, sachez que Benoît, lui aussi, Benoît Lalonde, a été 8 ans au pouvoir, à la tête, en tant que président du PMI de Montréal. Benoît, sans plus tarder, je te laisse. Stage is yours. Bonjour tout le monde. Dans mon tour de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce webinaire ce matin. La présentation va apparaître dans quelques secondes. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un retour sur de mes expériences, beaucoup en évaluation de maturité, en gestion de projet au sein des organisations. Donc, simplement, rapidement, là, simple pour vous dire que ça fait plus de 30 ans que j'ai la chance d'accompagner les organisations, soit en évaluation de maturité, d'implanter des cadres de gouvernance, des portefeuilles, des bureaux de projet. D'ailleurs, le fameux PMO, maintenant, s'est rendu VMO, qui est le Value Management Project. Donc, c'est quand même très intéressant et ça bouge énormément. Et j'aimerais simplement vous partager mes expériences que j'ai eu la chance de faire dans les petites, moyennes, grandes entreprises, grands ministères, autant dans le public, parapublic et le privé. Donc, c'est un peu là-dessus que je voudrais tenir mes propos aujourd'hui associés à ça. Donc, plus précisément, qu'est-ce que j'aimerais
vous parler, c'est d'identifier la problématique ou bien le dysfonctionnement qu'on retrouve à cause des centaines d'évaluations de maturité qu'on a faites. Il y a des constats qui ressortent et j'aimerais les partager avec vous. Et ensuite, vous parlez, bien, c'est quoi la maturité organisationnelle en gestion de projet et le lien que ça peut avoir avec l'IAGP, parce qu'on a beaucoup de discussions, Christophe et moi, là-dessus. Et bien sûr, comment ça peut optimiser la performance des organisations associées à ça. Les objectifs principaux qu'on voudrait jaser, c'est reconnaître les premiers signes de dysfonctionnement. Pourquoi que les organisations ont de la difficulté en gestion de projet par rapport aux opérations organisationnelles? Ça, on va l'adresser ensemble. Voir bien sûr tous les concepts, principes de gouvernance associés dans des environnements projets. Puis, bien sûr, de se doter d'une méthodologie efficace afin de prioriser les projets, parce que là aussi, les bas blessent énormément sur les critères de priorisation associés à ça. Donc, j'aimerais vous présenter dans un premier temps, vous connaissez sans doute le Project Management Institute, et eux sortent des standards. Et de sorte qu'il y a des standards comment gérer un portefeuille, il y a un standard comment gérer des programmes, un standard comment gérer des projets. Et il y en a même celui à gauche en haut, l'OPM, c'est comment mettre en place une gestion organisationnelle de projets dans l'organisation. Et il y a même des guides pratiques sur comment implanter la gouvernance portefeuille-projet et comment réaliser des bénéfices dans les organisations. Donc, vous voyez ces standards-là qui sont reconnus dans 212 pays à travers le monde, c'est la base essentielle de mise en place des bonnes pratiques. La bémol, par contre, si vous tentez d'implanter tel quel tous les standards, vous allez mourir, c'est beaucoup trop lourd. Donc, le défi, c'est d'adapter ces meilleures pratiques-là à votre réalité organisationnelle. Et c'est pour ça que des évaluations qu'on fait, mais c'est vraiment important que ça soit basé sur des standards. Donc, ça n'a rien à voir avec Benoît. Mon expertise, c'est vraiment dire l'organisation, comment vous gérez votre portefeuille, puis voici comment ça devrait être géré, identifier les écarts et des recommandations associées à ça. Donc, c'est important qu'on table sur le fait que ces standards-là existent et le PMI se doit, tous les 4 ans, d'actualiser ces standards-là. Et donc, c'est fort intéressant par rapport à ça. Ce qui m'amène à parler dans un premier temps d'un problème, la problématique ou le dysfonctionnement dans les organisations et pourquoi que ça arrive. Et je vous dirais que voici les top 8, selon moi, principaux constats qu'on remarque quand on fait les évaluations de maturité. L'absence de vision d'ensemble, on rentre dans les organisations et vous savez, un portefeuille doit inclure tous les projets de l'organisation. Pas seulement les projets TI, pas seulement les projets d'infrastructure, il y a des projets marketing, il y a des projets RH, il y a des projets stratégiques, il y a des projets d'acquisition. Donc, on remarque qu'il n'y a pas d'endroit souvent pour répertorier l'ensemble de tous les projets dans une organisation. Et ça, c'est un constat vraiment important parce qu'il vient soutenir le deuxième que 90% des dirigeants, quand on leur pose la question, selon vous, il y a combien de projets dans l'organisation, ne sont pas capables de me répondre. Et de sorte que c'est quand même intéressant, ils me disent, environ 200, non, à peu près 300. Ce n'est pas le 200, le 300 qui est dangereux, c'est l'à peu près, puis environ. Ça veut dire que pour eux, comment ils font pour gérer la capacité s'ils ne savent pas le nombre de projets dans le cours dans l'organisation et comment ils gèrent la priorisation des projets. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un deuxième constat intéressant. Le troisième, qui nous renverse chaque fois, les organisations n'ont pas de critères de sélection ni de priorisation dans l'organisation. Donc, les critères de sélection, c'est sur quelle base vous acceptez ou non un projet. Une fois qu'il est accepté, sur quelle base vous dites voici la priorité 1 organisationnelle et voici la priorité 50. Donc, ça aussi, c'est quand même intéressant. Le mot programme dans les gouvernements ne veut pas dire exactement la même chose que quand on parle de programme en gestion de projet. Les programmes gouvernementaux, c'est plus associé à des budgets financiers. Donc, il y a une différence entre les deux. Le manque de cadre de gouvernance. Et là, quand on parle de cadre de gouvernance en mode projet, qui est-ce qui prend des décisions au niveau portefeuille? Qui est-ce qui prend des décisions au niveau programme et au niveau projet?
Donc, c'est vraiment important qu'il y ait une colle qui fait en sorte de comment on fait la reddition de comptes, comment qu'on forme des comités, portefeuilles, programmes, projets, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment un constat qui est souvent est manquant dans les organisations. Le point 6, c'est l'absence de langage partagé, de sorte qu'on passe des journées avec certaines organisations pour définir c'est quoi un projet. Donc, les organisations n'ont pas de lexique, ils n'ont pas de glossaire des termes associés à ça pour harmoniser le langage dans les organisations. Et vous comprenez que le langage partagé, c'est la base du modèle de maturité. Il faut être capable de dire les mêmes mentries en même temps, donc être capable de comprendre les mêmes choses dans la réalité organisationnelle. Les pratiques sont non harmonisées, donc les gens utilisent diverses méthodologies, jamais la même, etc. Et le dernier, non le moindre, c'est la cohabitation entre les projets et les opérations. De sorte que les projets se terminent, on les parachute des opérations qui sont débordées, qui ne sont pas capables d'absorber le projet, réapprendre des nouveaux processus, des nouveaux systèmes, etc. Et on voit qu'il y a vraiment un enjeu associé à ces huit constats-là. Bien sûr, il y en a d'autres, mais voici les principaux. Donc, ça nous permet aussi de parler d'un petit peu les planifications stratégiques. Vous comprenez que toutes les écoles de management à travers le monde prônent qu'on devrait mettre en place une planification stratégique qui se tient et qu'on voit que les organisations ont principalement deux choses qui gèrent, des opérations et des projets. Et de sorte que, bien sûr, que la réussite de la planification stratégique, c'est si exemple, on veut être là en 2030, mais la seule manière d'être là en 2030, c'est faire des projets. Vous pouvez être la meilleure organisation au monde qui fait des opérations et vous êtes les meilleurs, sauf que si vous ne faites pas de projet, dans 5 ans, bien, les toits vont couler, les systèmes vont venir vestus, etc. Donc, la seule manière de réaliser la planification stratégique, c'est d'identifier des projets puis réaliser ces projets-là. Et de sorte qu'on voit qu'au moins en Amérique du Nord, le C-suite, les VP, les présidents ont une préoccupation majeure maintenant de réaliser leur planification stratégique parce que souvent, il y a des bonnies associés à ça. Donc, ils vont constituer un portefeuille de projets qui va venir aider à soutenir les stratégies de l'organisation pour leur permettre d'être là en 2030. Parce que je vous rappelle, la vocation d'un portefeuille de projets, c'est de s'assurer qu'on fait des bons projets à valeur ajoutée qui viennent supporter les objectifs stratégiques de l'organisation. Donc, la notion de portefeuille de projet est vraiment, vraiment importante et j'aimerais vous en parler un petit peu plus. Donc, mais juste avant, si je vous invite à regarder l'article du Harvard Business Review qui est sorti en décembre 2024 et qui dit que d'ici 2027, on migre vers une économie projet. Donc, il appelle ça Project Economy. C'est quand même intéressant. Et il estime qu'il va y avoir 85 millions de gestionnaires de projets dans le monde. Quand même intéressant aussi. Et ils ont fait un sondage auprès de 800 cadres supérieurs et 80 d'entre eux prévoient augmenter leur investissement en gestion de projet dans les prochaines années. Donc, on voit qu'il y a une tendance, il y a un besoin des organisations de mieux structurer leur gestion organisationnelle de projet. Et ça, c'est fort intéressant par rapport à ça. Toutefois, un des bémols de l'article, encore aujourd'hui, 6 projets sur 10 ne respectent pas le fameux triangle, des triples contraintes, à savoir respect de la portée, respect de l'échéancier et respect du budget associé à ça. Donc, c'est quand même intéressant de constater ça, que les éléments sont pas tous encore en place pour être capable d'optimiser la gestion de projet. Je ne vous apprends rien avec la diapo suivante, au moins la première partie, à savoir que les organisations se dotent de planification stratégique. Quoique les petites et les moyennes sont souvent dans la tête des gestionnaires, les planifications stratégiques ne sont pas documentées, ne sont pas publicisées dans l'organisation. Donc, bien sûr, ça prend une mission, vision, valeur, ça, je ne vous cache rien. Et ensuite, si on suit le modèle le tableau prospectif de Kaplan, bien, c'est bien sûr, il y a des axes stratégiques à mettre en place. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre clientèle? C'est quoi le chiffre d'affaires ou bien le côté financier qu'on va atteindre dans les 5 prochaines années?
comment on veut améliorer l'organisation dans les 5 prochaines années. Et le dernier, non le moindre, c'est tout le côté technologique. Et on pourrait faire un 5e qui serait l'IA, on pourrait disloquer ça des TI, mettre l'IA d'un 5e axe. Et vous remarquez que chacun des orientations stratégiques, on revient s'il vous plaît en arrière, Anne. Toutes les orientations stratégiques sont supportées par des stratégies. Le dysfonctionnement des organisations dans nos évaluations de maturité vient du fait qu'on n'est pas capable d'associer les projets dans le portefeuille à une ou des stratégies. Donc, le point essentiel ici dans la diapo, c'est que chaque stratégie devrait être supportée par un projet et chaque projet dans le portefeuille de projet devrait supporter une ou des stratégies. Je vous dirais 95% du temps dans nos évaluations, puis on a fait beaucoup, on n'est pas capable de faire ce lien-là. Et ça, c'est le dysfonctionnement majeur qu'on retrouve dans les organisations associées à la gestion de portefeuille de projet. Donc, la partie du haut, j'en conviens, tout le monde le comprend. Mais qu'est-ce qui manque là-dedans? C'est la cohérence entre la planification stratégique et le portefeuille de projet qui, je vous rappelle, que sa vocation, c'est de s'assurer qu'on fait les bons projets à valeur ajoutée qui vient de supporter la planification stratégique. Parce que si un projet dans le portefeuille que vous n'êtes pas capable de l'associer à une stratégie, vous ne devriez même pas faire ce projet-là parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Puis si vous le faites pareil, ça veut dire que vous allez mettre de la capacité organisationnelle sur un projet à non-valeur ajoutée qui ne vous aide pas à être là en 2030 avec vos priorités organisationnelles. Donc, cette page-là, cette articulation-là, cette cohérence est essentielle pour faire une bonne gestion de projet. Donc, ce qui m'amène à parler du portefeuille de projet parce que c'est là que ça se joue. Et c'est là que, même je vous disais tantôt qu'il y a un standard international sur la gestion de portefeuille, mais encore aujourd'hui, les gens improvisent comment on devrait gérer un portefeuille. Je vous mets ici la définition officielle du PMI sur le standard de portefeuille. Donc, c'est vraiment pour une gestion optimale, mais regardez la dernière phrase, c'est pour aider la réalisation des orientations stratégiques de l'organisation. Donc, le portefeuille de projet est vraiment stratégique et il y a toute une mécanique associée à ça que j'aimerais jaser avec vous. Donc, pourquoi le portefeuille de projet est si important que ça? Donc, ça permet de l'alignement stratégique, ça permet de faire les bons choix prioritaires dans l'organisation. Et ça, c'est essentiel de prioriser son portefeuille parce qu'il y a des directeurs puis il y a des vice-présidents qui vont faire des projets dans leur propre direction, leur propre vice-présidence, gruger de la capacité organisationnelle au détriment des objectifs stratégiques de l'organisation. Et ça, c'est vraiment un constat qu'on voit très souvent. Et la gestion efficace des ressources, la gestion des capacités, c'est probablement le plus grand problème de toutes les organisations qui ont eu la chance de travailler avec. On diminue les risques parce qu'on fait une gestion des risques portefeuille et bien sûr, ça renforce la visibilité et le contrôle pour réaliser nos projets, pour permettre à l'organisation d'être à l'endroit qu'ils veulent en 2030. Et ça, c'est quand même très intéressant. Vous savez, le portefeuille de projet, ça garantit qu'on va réaliser des projets pertinents à forte valeur ajoutée. Vous savez, tout le concept de la gestion de projet, que ce soit portefeuille, programme, projet, c'est créer de la valeur. Comme je disais tantôt, les PMO, maintenant, c'est rendu des VMO, qui s'est rendu des Value Management Office pour s'assurer qu'on travaille sur les bonnes choses à valeur ajoutée. Et bien sûr, c'est de l'adéquation entre les projets puis les orientations stratégiques, puis ne pas entreprendre ou considérer un projet qui n'a aucune valeur ajoutée pour le côté stratégique de l'organisation. Et ça, c'est vraiment, vraiment une partie importante. L'autre chose intéressante, c'est ce petit processus-là qui a l'air tout à fait anodin, mais qui est vraiment, vraiment important, puis c'est vraiment de base pour un processus de gestion de portefeuille. À gauche, vous avez la planification stratégique et ensuite, vous avez une fiche de projet. Les organisations performantes et matures mettent en place une porte d'entrée de toutes les initiatives projets dans l'organisation et c'est sous la forme d'une fiche de projet. Et cette fiche de projet-là va mener à la première porte décisionnelle go-no-go avec des critères de sélection.
Sur quelle base acceptons-nous la fiche de projet? On va les fusionner ensemble, la refuser, la reporter en 2028, etc. Et de sorte qu'il y a une décision importante qui se prend par l'organisation d'accepter ou non une fiche de projet. Si elle est acceptée, elle s'en va vers la deuxième porte qui c'est les critères de priorisation. Ça veut dire que ce projet-là, qu'on rentre dans un portefeuille actif, va venir se reprioriser pour dire voici la priorité 1 et voici la priorité 50. Et ensuite, bien sûr, bien là, c'est tous les mécanismes qui associent à la gestion de portefeuille, tableau de bord, échéancier maître, matrice de portefeuille de projet. Mais regardez la ligne jaune en bas, bénéfices. Donc, ça, c'est une tendance intéressante, la gestion des bénéfices. Ça vient, qu'est-ce que je disais tantôt, la création de valeur par rapport à ça. Donc, c'est important qu'on fasse, c'est pas compliqué pour un conseil d'administration d'approuver 500 millions de projets si les bénéfices vont être d'1 milliard. Vous comprenez que c'est vraiment, vraiment important qu'on puisse identifier les bénéfices associés à notre projet. Donc, cette diapo-là, donc les organisations souvent n'en ont pas de processus, ils sont en improvisation par rapport à ça. Et bien sûr, il y a toute une structure que le standard portefeuille permet de faire. Et de sorte que selon le PMI, il y a une logique. Un portefeuille organisationnel est supporté par des sous-portefeuilles et les sous-portefeuilles supportent des programmes et les programmes supportent les projets. Donc, quand les organisations implantent de façon corporative un logiciel de gestion de portefeuille de projet, mais cette dorsale-là est essentielle parce que vous faites un changement dans le projet 1, automatiquement le projet 1 se met à jour, automatiquement le portefeuille A se met à jour et le portefeuille organisationnel se met à jour. Donc, il y a beaucoup de plus-values, mais à condition que vous respectez la structure du standard qui permet de dire portefeuille, sous-portefeuille, programme et projet associés à ça. Donc, tout ça existe et tout ça existe dans des standards internationaux. Et c'est vraiment là que le dysfonctionnement arrive. C'est précisément cette raison-là que les gens, présentement, et de façon d'une tendance très lourde en Amérique du Nord, veulent se faire évaluer leur maturité en gestion de projet parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas là en 2030 et ne respecteront pas leur planification stratégique s'ils ne sont pas capables de s'améliorer dans leur pratique, portefeuille, programme, projet et les cadres de gouvernance. Donc, c'est principalement pour cette raison-là qu'ils nous appellent pour aller faire des évaluations de maturité. Mais en fait, c'est quoi la maturité? Donc, c'est vraiment être capable, ça vise à développer des compétences organisationnelles, en particulier celles qui concernent l'alignement des stratégies, des objectifs d'affaires, avec le portefeuille, les programmes, les projets, pour créer la valeur, puis bien sûr, tout évaluer la gouvernance associée autour de la gestion de portefeuilles, programmes, projets. Et ça permet de nous rentrer dans les organisations, utiliser les standards que je vous parlais tantôt et regarder leur gouvernance par rapport aux meilleures pratiques et en faire des constats. Regardez votre gestion de portefeuille par rapport aux meilleures pratiques internationales puis en faire des constats. À la fin, faire des recommandations et déposer à l'organisation un plan à court, moyen et long terme pour leur permettre de s'améliorer. Et c'est ça qui est intéressant un peu. Parce que pour arriver à l'évaluation, il faut comprendre les objectifs stratégiques de l'organisation. S'il n'y a pas de planification stratégique, vous comprenez que c'est compliqué un peu faire tout le portefeuille de projet. Formaliser des méthodes, analyser les défis associés à la gestion de projet, investir dans une démarche, adapter l'évolution de l'environnement, puis garantir la prévisibilité des résultats de projet. Et ça, c'est quand même très intéressant d'être capable de faire ça. Donc, je vous montre simplement quelques statistiques récentes qui montrent que envers les organisations qui sont matures et en noir, les organisations qui sont moins matures. Et vous voyez qu'il y a des nets avantages à augmenter la maturité des organisations. Exemple, les projets complétés à temps, 64% des organisations matures contre 30%. Et vous pouvez lire le reste des éléments mentionnés par l'étude associée à ça. Mais c'est quand même probant de voir que monter en maturité fait en sorte deux choses.
augmente la performance organisationnelle et augmente la satisfaction de la clientèle. Donc, les études le prouvent et le montrent de façon très probante grâce aux études. Si on fait rapidement la petite histoire de la maturité au PMI, le premier, c'est Kerzner qui a développé en 2001 son approche qu'il appelait le PPM, Project Management Maturity Model, qui était associé à un projet en tant que tel. Donc, harmoniser des pratiques, etc., jusqu'à l'amélioration continue. Ça a été Kerzner au début des années 2000. Bien sûr, le PMI n'est pas resté en reste. Donc, le PMI, en 2007, a développé qu'est-ce qu'il appelait l'OPM 3. Donc, c'est Organizational Project Management Maturity Model. Et là, PMI, eux autres, dans leur modèle, évaluaient la gestion de projet, la gestion de programme et la gestion de portefeuille au niveau organisationnel. Donc, il y avait une certification là-dessus. On était 70 dans le monde qui étaient certifiés au PM3. Et finalement, en 2018, le PMI a aboli l'OPM3 et a sorti ce nouveau standard-là, que je trouve probablement le meilleur standard que le PMI a sorti dans les 50 dernières années, sur la gestion organisationnelle de projets, et de sorte que c'est là-dessus qu'on fait l'évaluation des organisations, parce que l'OPM est structuré en 4 axes. Et chaque axe est vraiment intéressant. Donc, le premier axe, c'est la gouvernance. Comment vous gouvernez? Comment la reddition de comptes se fait? Donc, c'est vraiment essentiel qu'on regarde toute la gouvernance du mode projet. Ensuite, le deuxième axe, c'est des méthodologies. Comment vous gérez votre portefeuille? Si vous avez des programmes, avez-vous un cycle de vie de programme? Les projets, est-ce que vous faites du traditionnel, de l'agile, de l'hybride? Présentement, c'est à peu près 90% hybride, à savoir, on veut une chape, on veut un plan, on va faire des sprints en réalisation et on veut un rapport de clôture à la fin. Deux tendances qui émergent quand même quand on fait nos évaluations, c'est la gestion de la connaissance. Pourquoi? En tout cas, c'est plus probant en Amérique du Nord. Les baby boomers vont prendre leur retraite d'ici les 5 prochaines années, ce qui fait en sorte que la mémoire corporative s'en va. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes de parrainage, de mentorat, de pratiques, etc., pour permettre à l'organisation de garder la mémoire corporative à des gens qui ont 25, 30, 32 ans d'expérience qui prennent leur retraite. Ça, c'est un enjeu intéressant des organisations. Et le dernier, non le moindre, c'est la gestion des compétences. PMI réalise qu'aujourd'hui, les projets sont de plus en plus complexes et de plus en plus de parties prenantes. Donc, ça prend beaucoup plus d'habilité interpersonnelle que juste l'élément technique associé à ça. Et ça, je trouve ça super intéressant de voir enfin ce virage que PMI est en train de... Donc, basé sur ces 4 axes stratégiques-là, on fait des entrevues, on fait des focus group, puis on étudie leur matériel. Et on est capable de le positionner sur le modèle de maturité du PMI. Donc, ce modèle-là est enchâssé dans l'OPM que vous avez vu tantôt. Et on est capable de dire à l'organisation, vous êtes 1, vous êtes 2, vous êtes 3. La beauté, le côté positif, c'est que ça commence à 0, donc on ne peut pas être moins 1. Donc, en partant, on est positif dans le modèle de maturité. Mais il y a quand même intéressant. Et je vous dirais que 90% des organisations qu'on a fait, ça se situe entre 1 et 2. Et de sorte que nous, on dit, vous êtes à 2 et voici le plan de match pour vous améliorer, pour aller à 3. Je n'ai pas vu d'organisation encore 4 et 5. Là, ça prend beaucoup de sous et de maturité pour monter à ce niveau-là. Mais c'est quand même intéressant de dire que selon des standards, selon des bonnes pratiques, comment l'organisation se situe en 2025. Et on met en place des plans d'action pour réévaluer en 2027 pour voir que l'organisation s'améliore. On a commencé à faire la même chose avec un 5e axe sur le côté IA, qui est la prochaine diapo, qui montre qu'on serait capable d'évaluer la maturité de l'organisation en intelligence artificielle, en gestion de projet surtout. Et donc, on serait capable de dire, de les positionner sur une échelle de 1 à 5 et d'être capable de développer un plan d'action qui serait vraiment intelligent, de faire le lien entre l'IA et la gestion de projet, qui je trouve que c'est un créneau tellement porteur. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de discussions avec Christophe et moi là-dessus. Et je trouve ça super intéressant. Parce que saviez-vous que, si on va à la prochaine, Carmen, saviez-vous que
L'intelligence est particulièrement adaptée pour assister à la planification de projet. Christophe nous avait montré une diapo que 62% des tâches en gestion de projet pourraient être alimentées par l'IA. Donc, c'est quand même super intéressant. Donc, M. Skinner qui a sorti une étude, 80% des tâches conventionnelles en gestion de projet seront prises en charge d'ici 2030. Donc, on voit que ça bouge énormément. Ça préoccupe les PCO, là, des Project Control Officers, qui vont dire on va-tu se faire remplacer par l'IA dans les années qui s'en viennent. Ça préoccupe ceux en charge des bureaux de projet parce que est-ce que l'IA va venir remplacer la coordination des bureaux de projet? Bien, moi, je pense qu'il y a un peu de fondement là-dedans sans que ça change carrément, mais ça va sûrement fortement améliorer tout ce qui se passe par rapport à ça. Parce qu'encore aujourd'hui, si je vous montre la prochaine diapo, Raleigh et Norton ont fait une étude et 85% des erreurs de projet arrivent dans les phases de démarrage et de planification. 85% des erreurs de projet. Et selon Raleigh et Norton, la raison fondamentale, c'est vite, on s'en va en exécution, on escamote comment les chartes de projet, on escamote la planification pour arriver rapidement en exécution. Et vous voyez la ligne verte, ça veut dire que si on aurait corrigé ces erreurs-là dans les premières phases, ça ne coûte pratiquement rien. Et plus qu'on attend, plus que c'est d'exponentiel dans les demandes de changement, etc. Et Raleigh Norton dit, le temps qu'on met en planification, on va le sauver 10 fois dans la phase d'exécution. Mais je vous dirais que je me suis promené sur plusieurs continents avec plusieurs clients et 99% de mes clients sont dans cette culture-là. Vite, il faut aller vite, rapidement en exécution et on escamote l'analyse des besoins fondamentale au début, une charte de projet avec inclusion, exclusion, toute la planification du plan de projet pour arriver en exécution. Fait que je voulais vous partager parce que je trouvais ça fort intéressant de voir ces éléments-là et de voir que de plus en plus, il va y avoir une jonction entre l'intelligence artificielle et la gestion de projet. Moi, je pense que si on revient à la planification stratégique que je vous parlais tantôt, la prochaine, vous voyez, donc, il va falloir absolument que les organisations se dotent d'une structure cohérente et d'avoir une orientation stratégique IA. À quelle place on va aller en IA? Voici des stratégies et là, commencer à rentrer dans le portefeuille de projets, des projets qui vont permettre à l'organisation de satisfaire les stratégies associées à l'IA par rapport à ça. Et on voit que c'est inévitable, c'est vraiment l'avenir associé à ça. D'ailleurs, PMI vient de sortir des nouveaux standards qui est le Leading EI Transformation, puis EI Essential for Project Professional. Donc, on voit que l'organisation qui chapeaute la gestion de projet au niveau international s'implique de plus en plus et commence à donner des guides puis des certifications qui vont venir associer à ça. Donc, l'IA, il s'agit bel et bien d'un projet. Donc, si on implante l'IA, c'est un projet. Et il faut que ça soit géré comme un projet. Et de sorte qu'il y a des bonnes pratiques pour ces projets-là. Puis il faut s'assurer que les projets sont attachés à des stratégies, puis que les stratégies sont attachées après des orientations stratégiques. Donc, c'est vraiment pas juste dire, oh, on implante, on fait le virage numérique, mais il faut être capable de dire qu'on fait de la gestion de projet puis de portefeuille de projet. Donc, en conclusion, bien, les éléments importants que je veux que vous reteniez, ça prend une planification stratégique, ça prend un axe stratégique en IA, ça prend des stratégies IA, et les stratégies vont venir s'incruster dans le portefeuille de projet avec des projets, avoir un sous-portefeuille IA qui génère des projets, et pour reprendre le terme de Christophe, arriver à y permettre aux organisations augmenter à la fin du processus. Et moi, je pense que ça, c'est des messages intéressants à voir ce côté-là. Et avant de vous quitter, parce que le temps file, j'aimerais simplement vous dire que si vous voulez en savoir plus, on a écrit un livre sur la majorité en gestion de projet avec 3 docteurs en gestion de projet ici à Montréal. Donc, si ça vous tente, simplement procurer le livre, ça pourrait être fort intéressant. Si la maturité organisationnelle vous intéresse,
parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel à se faire évaluer aujourd'hui et de voir comment on peut augmenter la performance des organisations. Christophe, je te remets la balle pour gérer les questions, s'il y a des questions il y a. Et il y en a. Merci en tout cas, Benoît. Excellente intervention. Puis je vois tous les cœurs et tous les applaudissements. Donc bravo à toi en tout cas d'avoir tenu le délai. Alors, on va commencer par une question de Louis Tano. Hein, il parle dans la diapositive 10 que tu mets mission avant la vision. Alors que d'habitude, on verrait plutôt vision, mission, valeur. Donc, tu peux réagir par rapport à ça? Oui, bien sûr. Vous savez, la mission d'une organisation, c'est essentiel qu'on la détermine parce que c'est la raison d'être de l'organisation. Pourquoi on a des gens, pourquoi on a de l'équipement, c'est vraiment la raison d'être. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, notre raison d'être, c'est ça. La vision, bien, on fait un pas, on étire un peu un pas. Exemple, on va être là en 2030. Donc, on s'étire un peu pour aller vers la vision. Bien sûr, j'aurais pu facilement rajouter des valeurs. Vous avez entièrement raison. C'est mission, vision, valeur. Mais la mission, c'est la raison d'être de l'organisation et la vision, c'est vers où on veut aller en tant qu'organisation. Et on met en place des stratégies pour nous aider à faire bouger l'organisation pour se rendre là en 2030. Et c'est vraiment dans cette optique-là, en tout cas ici en Amérique du Nord, que c'est pensé. Là. Super, ben, je pense que tu as bien répondu. Effectivement, en analyse stratégique, on parle toujours de mission, vision, d'objectifs stratégiques. Donc, c'est effectivement l'ordre, en tout cas, le plus courant. Il y a Pascal Vivier aussi, qui a posé un certain nombre de questions en disant, bah, après 30 ans, on en est toujours là sur la gestion de projet. Tu as peut-être vu les commentaires, hein, il en a fait quelques-uns. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, on est encore loin de la coupe aux lèvres en gestion de projet. Il faut changer une culture. Donc, une culture que les gens avant ont toujours pas et longtemps ont improvisé la gestion de projet. Par contre, là, on commence à voir qu'il y a des langages qui s'installent dans les organisations. On parle de plus en plus de portefeuille, on parle de plus en plus de bureaux de projet, on parle de plus en plus de chartes, de plans de projet, etc. Il y a un langage qui s'installe, mais c'est quand ça, moi, je trouve que les organisations veulent aller trop vite et implanter des bonnes pratiques, ça ralentit le processus, c'est ça fait en sorte que ça met un frein à l'implantation. Et je vous dis, ça fait 30 ans que j'ai mon bâton de pèlerin, puis j'essaie dans toutes les tribunes possibles de faire avancer la gestion de projet. J'ai été président pendant 8 ans du PMI Montréal pour faire valoir ça. Mais la seule chose qu'on voit dans les journaux et on entend, c'est des catastrophes, des projets qui ne respectent pas les budgets, des projets qui ne respectent pas les échéanciers. En fait, si vous nous donniez le temps de bien faire les choses en amont, probablement qu'il n'y aura pas de budget, dépassement budgétaire et d'échéancier. On va aller Ouais, beaucoup trop vite pour on escamote les phases. ouais, on est en phase, effectivement. Alors, slide 20. C'est Daniel Drouin qui te remercie et qui demande juste la source des statistiques présentées. Si on peut peut-être afficher le slide 20. Ah, ben, je pourrais vous l'envoyer. J'aurais dû la mettre. Excusez, c'est une erreur de ma part. Là. Je vais trouver la source et je vais vous l'envoyer. Donc, très bien pour les sources, etc. Alors, il y a beaucoup de remerciements, hein, beaucoup de personnes qui disent que c'est très intéressant. Louis Tano te remercie aussi pour l'explication mission-vision, entre guillemets. Alors, on a Nancy Illick qui dit, est-ce que l'utilisation de MS Project peut être un bon outil pour suivre l'ensemble des projets et activités d'une organisation en vue de développer la vision d'ensemble, hein, des projets et les prioriser? Ma question, Nancy, c'est que moi, je dis à mes clients que la dernière chose à faire, c'est d'implanter les systèmes. Pour optimiser ces systèmes qui manipulent l'information de façon extraordinaire, ça prend en amont des processus. Il faut avoir des processus pour bien identifier le besoin, de bien planifier le besoin et que s'assurer que tout le monde travaille de la même manière, de façon harmonisée pour optimiser des systèmes comme MS Project. Et il y a à peu près 7500 logiciels qui existent d'ordonnancement, gestion de projet.
Puis je fais une parenthèse là-dessus. Tous les logiciels aujourd'hui utilisent le Gantt. C'était développé en 1907 par Henry Gantt, donc c'est quand même, on est un peu archaïque dans nos évolutions d'outils, mais je dis oui à l'outil, mais à condition que la partie en amont est bien structurée et bien harmonisée. Super. Alors, il y a pas mal de questions là qui arrivent. Effectivement, les gens réagissent en disant, mais tu as déjà parlé de ça, hein, que c'est quand même édifiant. Après autant d'années, on en est toujours là. Euh, il y a notamment, c'est Véronique La Breton qui dit, bon, bah, c'est toujours extrêmement clair et motivant quand tu parles, ça je peux en témoigner. Je recommande le livre qui permet de renforcer notre position de gestionnaire de portefeuille et nous donne des armes pour accompagner l'organisation à augmenter en maturité. C'est vrai que le livre est excellent et on va trouver beaucoup d'outils, puisque c'est l'objet aussi hein, de ces webinaires et de ces rendez-vous en terre numérique, c'est donner des méthodes et des outils pour justement maîtriser cette complexité. Alors, qu'y a-t-il encore comme question? Alors d'ailleurs, tu as parlé des cas, des projets d'IA. Hein, le MIT a sorti la semaine dernière, tu as sans doute vu les statistiques, c'est 95% des POC IA qui se soldent par des échecs, c'est-à-dire qui n'amènent pas la valeur ajoutée. Donc, je pense que tu vas avoir beaucoup de travail à accompagner tous ces projets-là, puisque je pense que par rapport à ce que tu évoquais, on veut aller trop vite. Bah, c'est exactement ce que tu nous expliquais très bien. Alors, pourriez-vous redonner la référence au livre? Oui, on peut le faire. Carmen peut nous présenter peut-être le livre. Carmen, si tu veux bien. Et j'ai Rachel Akouassi. Là, on a le continent africain aussi qui participe. On a beaucoup de personnes de ce beau continent africain où on dit, dans mon organisation, nous sommes au début de la mise en place d'une unité projet qui démarre par moi-même, je pense. Le livre est-il adapté pour moi? Rachel, je peux répondre à la place de Benoît, oui, le livre est adapté. Mais tu peux, donc on affiche à nouveau hein, le fameux ouvrage là, coécrit. Mais je dirais que faire une évaluation de maturité avant de commencer à implanter une nouvelle unité, ça serait intéressant aussi parce qu'on vous donnerait l'heure juste pour dire voici le plan d'action pour optimiser la mise en place d'une nouvelle unité. Ça aussi, c'est intéressant. Très bien. Alors, on a aussi encore une question, ça va être une des dernières, puisqu'on arrive aux 45 minutes. Pourquoi autant d'immaturité, c'est ça, et autant d'échecs? C'est Philippe Brunet qui la pose. Salut Philippe. Oui, c'est consternant encore aujourd'hui de voir ça. Comme je vous dis, les gens veulent aller trop vite. Ils identifient mal les besoins. Ils pensent les clients pensent qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, puis ils ne le savent pas. Et de sorte que c'est de mettre en place comment identifier clairement un besoin, de faire un dossier d'affaires. PMI vient de sortir une nouvelle certification qui s'appelle le PBA, le Project Professional Business Analyst, pour être capable de faire des dossiers d'affaires qui se tiennent par rapport à la stratégie, puis par rapport, tu sais, un dossier d'affaires, la première partie, c'est cristalliser le besoin, évaluer les options pour répondre à ce besoin-là avec avantages, désavantages et choisir la meilleure option. Fait que même ça, c'est mal fait des organisations parce qu'on va aller trop vite. On pense qu'on sauve de l'argent en aller rapidement dans les projets, puis c'est une catastrophe. Là. Moi aussi, je suis vraiment déçu. Là. Je suis en mission sociétale pour aider la société à mieux faire leurs projets. Alors, il y a une autre question, Benoît, on va encore en prendre une ou deux. C'est de Lat Grand Ndiaye qui dit merci de la pertinence. D'habitude, combien de temps peut prendre l'évaluation de la maturité en gestion de projet? En gestion de projet, donc c'est environ un mois de rencontrer les gens, de faire des entrevues individuelles, des focus group, l'analyse de tout l'existant par rapport à ça, et à peu près un mois pour écrire le rapport. Donc, je dirais à peu près 2 mois du moment qu'on a le go, qu'on
identifie ensemble les joueurs clés dans l'organisation. Le reste, c'est une démarche structurée qu'on fait avec l'organisation par rapport à ça, et de sorte que généralement 2 mois, on est capable de sortir le rapport. Le rapport comprend des constats, des recommandations et un plan d'action à court, moyen et long terme pour permettre à l'organisation rapidement on veut aider l'organisation à choisir rapidement les initiatives qui vont avoir le plus grand bénéfice pour l'organisation à court terme. Et ça permet à l'organisation de s'améliorer rapidement. Super. Mais écoute, un commentaire et une toute dernière question. Alors, le commentaire, c'est celui qui a recueilli le plus de cœurs. C'est de quelqu'un, je crois, qu'on connaît bien, qui s'appelle Monsieur Claude Salzman, président du Club européen de la gouvernance des systèmes d'information, qui dit: on a trop souvent la solution alors qu'on ne connaît pas forcément le problème. Voilà. Et je pense qu'il a parfaitement raison. Toujours aussi pertinent, Claude. Et la dernière question, qui est de Nadia Bouda, apparemment d'un centre hospitalier universitaire. Et ce sera une très belle dernière question. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de votre intervention, ce serait quoi, cher Benoît? Ben, moi, de faire une évaluation de maturité. Ça permet, le rapport est non récent et ça permet de sensibiliser la haute direction sur les pistes d'amélioration de la performance organisationnelle. Et ça, c'est ça qu'on retrouve le plus, c'est que les gens sont contents d'avoir une lecture de l'existant et de voir qu'il y a un plan d'action pour les faire cheminer par rapport à ça. Vous avez vu tantôt la statistique du Harvard Business Review. 80% des hauts dirigeants vont investir plus en gestion de projet parce qu'ils comprennent qu'on ne peut pas réaliser notre planification stratégique si on ne s'améliore pas en gestion de projet. C'est clair. Mais voilà, écoute, Benoît, c'est une très belle conclusion. On verra que les commentaires aussi vont dans ce sens et te remercie platement. Donc, Louis Tano qui dit: je retiens que l'évaluation de la maturité dans la mise en place d'une stratégie de gestion de projet permet d'optimiser le processus et d'y apporter une grande valeur ajoutée. Et effectivement, je pense que Louis a tout compris. Alors, merci. Benoît, on arrive au bout. Je vais juste me permettre de présenter en dernier slide nos prochains rendez-vous en terre numérique. Le 30 septembre, ce sera donc Jean-Jacques Essombel qui va nous parler de l'intégration et de l'adoption de l'IA générative en entreprise. Jean-Jacques est vraiment un conférencier de premier plan, qui nous vient du Cameroun et qui a écrit toute une série d'ouvrages sur l'IA qui font vraiment référence aujourd'hui. Le 14 octobre, je passe vite, ce sera votre serviteur. Et le 28 octobre, on aura Philippe Newbourg, qui est franco-canadien, puisqu'il a longtemps œuvré en Amérique du Nord et qui est aujourd'hui revenu en Europe, qui va nous parler justement des problématiques sur la donnée. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi. En tout cas, on a beaucoup de plaisir à partager ces meilleures pratiques avec des experts de renom